Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Alors mon nom est Émilie Albert et je suis la coordinatrice du programme Petite enfance en santé à la Société Santé en français. Alors pour les prochaines 50 minutes que nous avons à passer ensemble, je vais être votre animatrice. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. On est une petite quarantaine de participants pour le moment. Merci pour votre intérêt particulier pour cet atelier qui va porter sur la promotion et le recrutement des ressources humaines. Alors, vous le savez, nous sommes dans un contexte à forte concurrence pour le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée, francophone, dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, et ce dans divers domaines, incluant celui de la petite enfance. Alors, si vous avez suivi l'atelier numéro 5 présenté hier sur l'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger, je pense que ça a vraiment aidé à mettre un petit peu en contexte. Jean-Luc Racine, qui était l'un des panélistes sur cet atelier, évoquait justement hier, et je vais le citer, l'hécatombe dans plusieurs services de garde à travers plusieurs provinces et régions. Et Jean-Luc a illustré ses propos avec des exemples, comme le fait qu'en Colombie-Britannique, par exemple, plus de 27% des postes étaient non comblés et que l'Ontario fonctionne actuellement à seulement 37% de capacité pour manque de personnel. Donc, on sait qu'attirer des talents dans le secteur de la petite enfance peut être un vrai défi. Dans la vidéo qui a été diffusée au tout début de cet atelier, et si vous n'avez pas pu la visionner, je vais vous inviter vraiment à la regarder de nouveau dès que l'enregistrement de cet atelier sera disponible sur la plateforme, je pense, en fin de journée. On a vu défiler quelques citations d'éducateurs et d'éducatrices. Donc, dans ces citations, on voit que le salaire, c'est un élément important, mais que ce n'est pas non plus le seul déterminant pour l'attraction. Les éducateurs et éducatrices vont également chercher de la part de leurs employeurs du respect, de l'écoute, de la confiance et de l'empathie. Probablement qu'on va y revenir avec nos panélistes. Souvenez-vous également, lors de l'atelier numéro 2 de mardi, donc au premier jour du symposium, il y a une des panélistes, et je crois que c'était Véronique Emery, qui expliquait que les éducateurs et les éducatrices avaient cette volonté de contribuer à quelque chose de plus grand, d'être partie prenante de l'organisation et des décisions, et aussi cette volonté d'être entendue et valorisée. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble la question du recrutement et de la promotion au sein des communautés francophones au Québec et à l'international, qui sont des points d'entrée pour finalement favoriser l'attraction, puis à plus long terme, je pense, la rétention des éducateurs et des éducatrices. Et donc, pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 panélistes qui vont pouvoir nous partager leurs expertises et leurs réflexions sur des stratégies de promotion et de recrutement efficaces et qui sont adaptées à différents publics cibles. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter Mireille Péloquin, qui est la directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Bonjour Mireille. Nous avons Bonjour, bonjour. Bonjour.
Nous avons également parmi nous Kathleen Couture, qui est la directrice générale de l'Association des centres de la petite enfance francophone de l'île du Prince-Édouard. Bonjour Kathleen. Bonjour, bonjour. Et enfin, nous sommes heureux d'accueillir Paul Mwamba, qui est gestionnaire en développement économique au réseau de développement économique et d'employabilité, le REDE Canada. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, vous aurez l'occasion au cours de cet atelier de poser vos questions à nos panélistes. On aura une petite dizaine de minutes qui seront dédiées à cet effet en fin de période. Pour cela, toujours depuis 3 jours, vous utilisez le petit clavardage sur la droite de votre écran. Donc, je vais vous inviter à noter vos questions au fur et à mesure et on fera une petite sélection lors de la période dédiée. Donc, sans plus attendre, je vous propose de plonger dans le sujet qui nous intéresse. Alors, Mireille, Paul, Kathleen, la première question que j'ai envie de vous poser concerne le recrutement et la promotion au sein de sa propre province et ailleurs au Canada. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux que vous avez chacun expérimentés ou dont vous avez connaissance, mais aussi des bonnes pratiques qui permettraient de recruter plus facilement une main-d'œuvre qualifiée? Alors, on va peut-être commencer avec Mireille, si vous voulez. Ça va, oui. Alors, en Alberta, on a débuté ça en 2016, puis je vais dire que ça fonctionne très, très bien. On a créé, comme plusieurs autres provinces ont commencé, le centre de gestion de services partagés. Alors, nous, on gère environ 25 programmes. On a 8 différentes sociétés de parents qui ont des ententes avec la Fédération des parents. Alors, nous, on fait le recrutement pour 8 différents employeurs. Et en termes de bonnes pratiques, le fait d'être un recruteur pour plusieurs sites, depuis 2016, on a établi une réputation d'être un employeur de choix en petite enfance. Alors, on est vraiment à la porte d'entrée en Alberta pour tous les travailleurs qui veulent travailler en petite enfance. Alors, le fait de travailler en réseau pour toute la province est certainement un avantage. C'est quelque chose qu'on bâtit et maintenant qu'on a une réputation, les résumés rentrent continuellement. On reçoit régulièrement des curriculum vitae, des gens qui postulent. On répond à toutes sortes de questions. Ce n'est pas juste des applications qu'on reçoit. On reçoit des gens qui cherchent un peu à savoir sur le métier, qu'est-ce qui est disponible, les conditions de travail. On reçoit toutes sortes de questions. Des gens à l'étranger qui veulent venir s'installer, comment que ça se passe, la reconnaissance des acquis, tout. Alors, on devient vraiment un petit peu on devient un peu le centre collégial, un peu le recruteur à l'international, un peu un genre de service d'accueil. Alors, c'est tout ça. En termes d'enjeux, ce qui arrive, c'est que la majorité de ces employés-là, ou les gens qui s'intéressent au métier, veulent tous travailler à la même place. Ils veulent tous aller dans les centres urbains. Ils ne sont pas intéressés par les centres ruraux. Alors, dans nos centres ruraux, c'est là où on a beaucoup de difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Un exemple que je peux donner, c'est la communauté de Red Deer. En septembre, on avait une liste d'attente parce qu'il nous manquait un travailleur. On a mis des enfants sur une liste d'attente parce qu'on ne pouvait pas les accepter. Le service était plein selon la main-d'œuvre qu'on avait. On cherchait un autre employé qu'on a trouvé vers la mi-octobre. Et là, quand on a réouvert notre liste d'attente, ces enfants-là étaient rendus dans d'autres services. Alors, on n'a pas pu embaucher la personne qui s'est présentée. Alors, les enjeux, c'est toujours, c'est ça, c'est de combler justement les postes qui sont à l'extérieur des grands centres, de rendre ça vraiment attirant. En termes de bonnes pratiques, je peux citer la communauté de Canmore, où ce que justement, on a accueilli une immigrante qui est venue travailler, qui a choisi, qui venait en Alberta et pouvait choisir où aller. Et elle a choisi Canmore, qui est comme pour nous, on considère rural.
Et c'est vraiment la communauté de Canmore, la société de parents qui l'ont accueilli, qui ont aidé à trouver de l'hébergement pour sa famille, des meubles, qui ont expliqué comment que ça fonctionne à Canmore, qui ont accueilli la famille. Parce que pour les francophones de Canmore, le service de garde est très important dans leur communauté. Alors, on a eu beaucoup d'aide de les parents bénévoles de la communauté pour accueillir justement cette main-d'œuvre qui était tellement importante. Alors, ça, c'est les quelques petites choses que je peux vous lancer pour débuter la conversation ce matin. Merci Mireille. Kathleen, j'ai envie de vous entendre aussi à votre niveau, à l'île du Prince-Édouard. C'est quoi les enjeux, les bonnes pratiques en matière de recrutement, en promotion et de promotion au sein de votre propre province et puis ailleurs au Canada? Bien, on a beaucoup d'enjeux à l'île du Prince-Édouard parce qu'on est la plus petite province. On n'a pas beaucoup de francophones qui viennent de l'île du Prince-Édouard. C'est vraiment, le francophone, c'est vraiment minoritaire ici. Fait qu'un des enjeux, c'est de trouver des personnes dans notre province. Un autre enjeu qu'on a, c'est on a seulement une petite collège, le collège de l'île. Et le programme de la petite enfance, vu qu'on est une petite province avec moins d'étudiants, on trouve que les cours ne sont pas toujours disponibles au moment que les étudiants sont prêts pour faire les cours, la première année, deuxième année, etc. Fait que des fois, il y a des enjeux avec, on a une candidate qui est prête à aller chercher le cours en petite enfance, mais il faut qu'il attende 1 an pour la prochaine année que ça commence. Fait qu'on a des petits enjeux comme ça. Un autre enjeu aussi qu'on a, c'est quand on essaie de recruter à travers le Canada, mais c'est les mêmes enjeux que tout le monde au Canada. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Fait qu'on a moins de succès de recruter à travers le Canada, un petit peu de succès, mais les enjeux sont là. Ici au Canada, de trouver des francophones, c'est pas facile. Puis trouver des francophones en petite enfance, c'est même moins facile. On a des bonnes nouvelles, par exemple, à l'île du Prince-Édouard. On a eu une autre augmentation de salaire cette année au mois d'octobre. On est maintenant un des plus hauts payés en petite enfance. Avec un diplôme de 2 ans, vous commencez à quasiment 27 $ et je pense que c'est 30 cents pour le niveau 3, 2 ans de diplôme. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que les enjeux sont toujours là. On travaille à travers les enjeux. Nous autres, on est une province qu'on pense dehors de la boîte. Pour recruter dans notre province, pour recruter au Canada, il faut toujours penser dehors de la boîte. Comment est-ce qu'on peut faire pour les recruter? Fait que nous autres, on fait des différentes choses comme des bourses. Ici à l'île, il y a une bourse pour n'importe qui est à l'île du Prince-Édouard, qui parle français, qui travaille déjà dans le domaine, qui veut revenir en français, peut-être qu'il travaille en anglais ou peut-être qu'il travaille dans une de nos écoles ou peut-être qu'il travaille dans un autre métier. S'il veut revenir en petite enfance, on lui donne une bourse de 4 000 $. Puis le 4 000 $, c'est 1 000 $ aux 6 mois pour 2 ans. Qui veut dire qu'il signe un contrat pour 2 ans puis il revient dans le métier de la petite enfance. Ça, c'est des gens qui sont déjà formés. Fait que c'est vraiment penser dehors de la boîte. Comment aller les chercher? Une autre chose qu'on fait à travers le Canada, c'est que si vous êtes déjà installé au Canada, puis vous travaillez en petite enfance, puis tu veux venir essayer l'île du Prince-Édouard, on donne une bourse de 1 000 $ pour déplacement, pour t'aider à déménager à l'île, pour louer le camion, pour vos meubles ou quoi que ce soit, mais on donne une bourse comme ça. Fait que c'est vraiment des petites bonnes pratiques de penser dehors de la boîte, comment aller chercher des gens. On est vraiment aussi chanceux que si à l'île du Prince-Édouard, nos collèges dans la dernière année et notre département d'éducation ont fourni beaucoup d'argent dans l'éducation postsecondaire. Fait que nous avons maintenant des bourses pour les gens qui veulent commencer dans le postsecondaire. Puis on a aussi un programme accéléré où ils ont pris le programme de 2 ans puis ils ont diminué le diplôme de 2 ans dans 1 an. Fait que tu le prends vraiment vite, c'est vraiment intense, mais au bout de 12 mois, tu es diplômé avec ton diplôme de 2 ans. Fait que ça, c'est des bonnes pratiques qu'on fait ici à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est vraiment une bonne pratique de marketing. On vend le métier, on vend la profession, on valorise nos éducatrices, on prend le temps de vraiment donner le poste
comme une valorisation. On les appelle les éducatrices, non pas les gardiennes. On est dans les centres de la petite enfance, on n'est pas dans les garderies. C'est vraiment le marketing plan qu'on a pour vraiment vendre la profession comme une profession valorisée. Fait que ça, c'est nos petites bonnes pratiques à l'île. On a pas mal de succès, mais on a encore une pénurie dans certains de nos centres ruraux. Pareil comme Mireille a discuté, tout le monde veut travailler soit à Charlottetown ou à Summerside. Fait que c'est dur de recruter dans les postes ruraux, mais on fait notre mieux, puis on essaye, puis on travaille fort. On a une bonne agent de recrutement. Mon coordinateur de recrutement, Johan Rousseau, là, il fait vraiment un bon travail. Fait que ça, c'est notre petite île, puis nos succès, puis nos petites pensées dehors de la boîte pour recrutement. Merci Kathleen. Paul, j'ai aussi envie de vous entendre sur la question, donc je la répète, au niveau des enjeux et des bonnes pratiques en matière de recrutement et de promotion au sein de sa propre province et ailleurs au Canada. OK, je vais commencer par les bonnes pratiques. Il y en a une au niveau de Redé Canada. Depuis 2016, on a mis en place un salon virtuel de l'emploi pan-canadien qui réunit donc tous les employeurs canadiens et des chercheurs d'emploi à travers le pays. Donc, ça permet et ça favorise la mobilité interprovinciale par ce biais-là, parce que les employeurs peuvent recruter des chercheurs d'emploi d'autres provinces. Mais depuis 2 ans, on a opté pour des salons virtuels, toujours pan-canadiens, mais sectoriels. Alors, le secteur de la petite enfance a été visé déjà 2 fois. Nous avons eu des salons virtuels sectoriels en petite enfance avec des acteurs de la petite enfance et évidemment des chercheurs d'emploi dans ce secteur-là. Et évidemment, nous avons fait la promotion à travers le Canada pour attirer les gens sur ce salon-là. Alors, en termes de défis, au fait, quand on parle de pénurie, c'est déjà le gros défi, c'est la pénurie de main-d'œuvre, surtout dans ce secteur-là et encore plus dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, le grand défi, c'est que lorsqu'on est en pénurie, les employeurs sont un petit peu en compétition pour attirer les chercheurs d'emploi vers eux. Et dans le contexte de la petite enfance, les conditions de travail posent évidemment un gros défi parce que, comme on le sait, les salaires ne sont pas toujours très attrayants, mais on peut jouer sur autre chose, comme mes collègues ont dit tout à l'heure. On peut jouer sur le fait que c'est une passion pour certaines personnes. On peut jouer aussi sur le fait que ce sont des petits groupes de travail, donc des milieux de travail assez restreints où il y a une très bonne ambiance de travail. Donc, en termes de défis, je dirais que c'est la pénurie de main-d'œuvre qui cause pas mal de problèmes dans ce secteur. Merci Paul. On voit les défis, que ce soit au niveau de la pénurie de main-d'œuvre ou au niveau de voilà, les éducateurs et les éducatrices qui veulent se retrouver plus dans les centres urbains. J'aime beaucoup tout ce que vous avez partagé au niveau des bonnes pratiques, hein. On retiendra les bourses, on retiendra les salons sectoriels, les diplômes accélérés et puis aussi le fait d'être représenté comme un employeur de choix. Donc, finalement, on reçoit beaucoup de CV. Ce sont des bonnes pratiques. Là, on a parlé, vous avez fait votre partage pour le recrutement et la promotion au Canada. J'imagine que si on recrute à l'international ou encore si on recrute des personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada, les enjeux et les bonnes pratiques peuvent être différents. Alors, c'est quoi votre vision sur cela? Donc, Paul, vous avez votre caméra ouverte et votre micro ouvert. Alors, je vais vous laisser la place sur cette question. Merci. OK. Oui, alors l'un des enjeux pour le recrutement international, évidemment, c'est la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des acquis. Dans la majorité des provinces, la profession est réglementée, donc ça pose parfois un défi. Je pense qu'il y a déjà eu un atelier hier qui a traité de cette question-là. Alors, en termes de bonnes pratiques aussi pour le recrutement international, Redé Canada participe par exemple à Destination Canada, qui est un forum de recrutement qui se passe
à Paris, Bruxelles et maintenant dans certaines villes d'Afrique du Nord pour recruter et représenter les employeurs du Canada. Il y a une plateforme qui va être mise en place très prochainement. C'est une plateforme de maillage. C'est un peu comme un salon virtuel de l'emploi, mais ça va être permanent. Ça va aussi permettre de recruter à l'international. Mais le gros défi qui reste à l'international, c'est vraiment la reconnaissance des acquis. Et une fois que la personne arrive ici, son intégration. Il y a une bonne pratique que j'ai vue dans certaines provinces, surtout dans les communautés accueillantes, où ils font plutôt, au lieu de faire du recrutement d'un employé, ils font plutôt du recrutement à l'international de toute une famille. Ça permet de garantir une certaine rétention. Ça veut dire que non seulement la personne qui arrive va travailler dans une garderie, mais on s'arrange pour avoir un niveau d'intégration pour le conjoint ou la conjointe, mais aussi pour les enfants, pour garantir une certaine rétention. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les communautés accueillantes. Merci, Paul. Mireille, est-ce que vous souhaitez donner votre point aussi sur les enjeux et les bonnes pratiques en termes de recrutement et de promotion à l'international ou des personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada? Ben, je crois que je peux faire un peu de pouce sur ce que Paul a mentionné, puis dans le début de ce que j'ai mentionné, justement, l'exemple à Canmore. C'est un exemple concret de ce que Paul a dit, où c'était pas seulement oui, on recrutait une éducatrice pour le service de garde, mais il y a eu un accueil pour toute la famille. On leur a trouvé de l'hébergement, on a trouvé de l'emploi pour le papa de la famille. Les enfants sont inscrits à l'école, ils participent aux activités communautaires. Alors, il y a vraiment eu un accueil de toute la famille. Puis, je crois que c'est vraiment une bonne pratique à compléter. Mais Paul a bien ciblé le vrai problème, c'est la reconnaissance des acquis. Une des initiatives qu'on cherche à poursuivre présentement, on travaille avec d'autres collègues sur cette initiative-là, je pense de Manitoba, entre autres, que quelqu'un qui est en processus d'immigration pourrait débuter déjà leurs études en petite enfance à partir de leur pays, sans nécessairement attendre qu'ils arrivent au Canada pour s'inscrire, pour être embauchés. Alors, on pourrait, même s'ils ne sont pas rendus au Canada encore, pourraient continuer, disons, ils ont déjà un niveau 1, pourraient poursuivre leurs études vers un niveau 2 ou un niveau 3, parce qu'ils sont en période d'attente d'immigration, ils pourraient suivre des cours, ils pourraient poursuivre leur développement professionnel, être plus qualifiés quand ils arrivent, quand ils viennent et sont prêts à commencer à travailler. Ça dit, je crois quand même qu'on a beaucoup à explorer. Je ne sais pas comment je vais me reprendre. C'est des choses qu'on doit faire en même temps, qu'on continue plusieurs initiatives en même temps. Je crois que pour l'Alberta, il faut quand même qu'on génère de l'intérêt de nos Albertains envers le métier. C'est important, oui, le recrutement à l'international, l'immigration, mais on a aussi des Albertains qui cherchent à intégrer le milieu de travail, à changer de carrière. Comme nous, on est dans le développement de garderies en milieu familial, c'est un entrepreneuriat. Pour certains, c'est une entreprise. Alors, il y a du développement à faire juste chez les francophones pour les intéresser envers la profession. Ce n'est pas quelque chose qui se tient tout seul. C'est vraiment un rouage, c'est un mécanisme. Alors, c'est tous les morceaux qui doivent travailler ensemble. L'immigration puis le recrutement à l'international est important, mais ce n'est pas unique. On ne peut pas travailler seulement cette initiative-là. Merci Mireille. Kathleen, j'aimerais aussi vous entendre sur la question, je vais la répéter au niveau des quels sont les enjeux et aussi les bonnes pratiques en matière de recrutement et de promotion à l'international ou encore auprès des personnes nouvellement arrivées au Canada.
Bien, pour nous, à l'île du Prince-Édouard, le recrutement international, c'est ça notre survie. Sans ça, on ne serait pas capable d'être ouvert. Nous autres, nous sommes à 80% recrutement international dans nos 5 CPE qu'on gère présentement. Les enjeux, c'est exactement comme Paul avait dit, les reconnaissances, les acquis. On travaille très fort là-dessus. L'autre chose aussi, des fois, c'est le manque d'anglais. Parce qu'on est une province minoritaire, des fois, on va aller chercher un employé, une éducatrice à niveau 3 qu'on veut vraiment avoir, mais le niveau d'anglais est très bas. Fait que c'est vraiment d'aider à l'éducatrice d'obtenir la langue anglaise pour vraiment être capable de survivre dans un contexte minoritaire ici à l'île du Prince-Édouard pour aller chercher des différents services et tout. Aussi, à l'île du Prince-Édouard, le plus gros cri, c'est des logements. Dans les derniers 2 ans, les logements, le loyer, juste une location pour une maison, 2 chambres à coucher, là, ça commence à monter à 1500, 2000 pièces, tandis que 3 ans passés, c'était 500, 600, 700 $ pour une location. Ça a comme doublé depuis le COVID. C'est vraiment ridicule, la manque de logement. Fait que pour nous autres, c'est vraiment, ça, c'est les enjeux. Les bonnes pratiques qu'on a prises pour combattre ces enjeux-là, c'est en 2016-2017, on a fait un partenariat avec le REDI, Île du Prince-Édouard. Puis, ils nous ont fait des études sur certains diplômes. On a fait les études sur les diplômes en Paris et en Belgique pour déjà savoir, avant qu'on commence le recrutement, quels niveaux qui vont être accordés ici à l'Île du Prince-Édouard. Fait qu'on savait déjà, si tu avais ces études-là de ce collège-là, on savait que c'était pour être reconnu ici. Une bonne pratique, c'est de continuer de travailler avec le REDI. On veut faire le même genre de programme avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. C'est juste qu'on n'a pas eu la chance de le faire encore. Mais ça va être quelque chose qu'on prévoit de faire dans les prochaines années ou 2. Une autre bonne pratique, c'est exactement comme Paul a dit. Nous autres, on ne recrute pas une éducatrice. On recrute une famille. On s'assure que le mari a un poste d'emploi avant d'arriver. On s'assure qu'on connaît les enfants avant qu'ils arrivent. C'est quoi leur passe-temps préféré? Est-ce que c'est le gymnastique, le ballon foot? Est-ce que c'est hockey? Est-ce que c'est quoi qu'ils aiment, la musique? Puis on s'assure de les installer et puis les jumeler avec d'autres familles qui peuvent les aider, puis les aider non seulement comme éducatrices, mais comme famille. Parce qu'on veut vraiment qu'ils soient bien dans notre province. On veut vraiment qu'ils soient contents. Notre taux de rétention, c'est très haut pour nos immigrants. La plupart essaient d'avoir leur résidence permanente après 6 à 8 mois de travail, qui est vraiment bon. Aussi, on les tient la main vraiment loin. Fait que même avant d'arriver à l'île du Prince-Édouard, ils ont fait au moins 4 à 6 entrevues avec mon agent de recrutement, avec moi, avec la directrice de la centre qui vont aller travailler, des fois même avec les éducatrices. On les rentre en Zoom pendant une réunion d'employés. Fait que même avant d'arriver, ils se sentent partie de l'équipe. Fait que ça, c'est très important. Puis, on les envoie beaucoup de documents parce qu'il y a beaucoup de différences de travailler dans un CPE en Paris, en Belgique, en Maroc, en Tunisie, qu'en l'île du Prince-Édouard. Fait que nos façons d'éduquer les enfants puis leur façon d'éduquer des enfants, des fois, c'est pas pareil. Fait qu'on travaille pendant les 6 à 8 mois qui attendent le permis de travail. On commence à discuter le pédagogie ici à l'île du Prince-Édouard. On les envoie le cadre pédagogique de l'île du Prince-Édouard. On les envoie notre cadre pédagogique scolaire qu'on avait écrit parce qu'on a une cadre pédagogique aussi pour notre programme scolaire. Et aussi, on les envoie le cadre pédagogique en francisation. Comment travailler dans un CPE, dans un contexte minoritaire, dans une province où le français, c'est vraiment minoritaire. Fait qu'on les envoie ces documents-là. Là, on commence à les poser les questions. On les invite à nous poser beaucoup de questions. Fait que même avant d'arriver sur place à l'île du Prince-Édouard, ils ont une bonne connaissance de le centre de petite enfance qui vont aller travailler. Ils ont une bonne connaissance de leur équipe, de la pédagogie, de la communauté où ils vont travailler et rester. Fait que c'est vraiment notre bonne pratique en aller chercher les immigrants pour venir travailler avec nous. Puis moi, la liste de les choses qu'on fait avec eux, là, c'est long de même. Je pourrais en parler pour les prochaines 20 minutes des choses qu'on fait pour aller les aider à acheter un auto, aller les aider à chercher le permis de conduire, les trouver un médecin, les trouver. Fait on prend vraiment le temps. Puis moi, je suis choyée parce que dans notre association, on gère 5 CPE.
Mais mon agent de recrutement, là, ça, c'est mon clé. C'est mon personne clé qui m'aide. Moi, je ne pourrais pas faire moi-même. Une directrice de CPE ne pourrait pas faire lui-même. En ayant l'agent ou le coordinateur de recrutement, c'est ça qui nous aide beaucoup. Lui, il gère tous les papiers d'immigration IRCC, il gère toute la mobilité francophone, il gère toutes les démarches, puis nous autres, on l'aide. Des choses comme même quand il arrive de trouver des meubles. C'est bien beau de les trouver le logement. Si on est chanceux là de trouver le logement, mais ça vient des fois pas meubler. Il faut trouver des lits, des tables, des chaises. Il faut toutes les trouver pour les accueillir dans une maison qu'eux autres, ils peuvent vivre dedans pendant le temps qu'ils sont avec nous autres. L'autre chose qu'on fait, on fait Destination Canada, c'est certain, puis on fait tous les salons virtuels et tout. Mais l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on utilise les immigrants qu'on a déjà sur place. Parce qu'eux autres ont tous été au collège en quelque part. Fait qu'on utilise les immigrants qui sont sur place. Hey, pendant que tu étais aux études, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont fait les mêmes études que toi, qui aimeraient ça venir au Canada? Puis les autres commencent à parler, puis envoient des courriels à leurs anciennes collègues de travail ou envoient des courriels à leurs anciennes collègues d'études à l'université ou au collège. Puis on a eu beaucoup de chance d'aller recruter des amis de les personnes qui sont déjà ici, ou une cousine, ou le voisin de quelqu'un en Algérie. Fait qu'on utilise qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est encore le petit île de Prince-Édouard pensé dehors de la boîte. Moi, je ne peux pas aller joindre tous les collèges, je ne peux pas aller toutes les universités dans tous les pays du monde. Mais si j'ai quelqu'un qui travaille ici, qui a été à ce collège-là, bien lui, il connaît toutes les personnes dans ce collège-là. Il y a des contacts. Fait qu'on utilise ça pour vraiment aller chercher d'autres mondes. Puis, on recrute environ, dans les derniers 3 ans, c'est 12 à 15 internationales par année. Fait que pour nous autres, le recrutement international, c'est vraiment primordial de notre survie de qu'est-ce qu'on fait ici à l'île du Prince-Édouard. Je pense que j'ai tout comme... nous autres, là, c'est... Il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais c'est vraiment un beau partage. On voit qu'en fonction des provinces, territoires, ça peut aussi varier, qu'on va plus ou moins s'appuyer sur la recherche au niveau local ou au niveau de la province ou du Canada. Et puis, dans certaines provinces ou territoires, on va plus aller s'appuyer sur de la main-d'œuvre internationale. Merci beaucoup pour ces bonnes pratiques. Là, on voit qu'il faut prendre en compte finalement toute la famille, faire l'intégration. Mais l'intégration ne commence pas au moment où on arrive. On fait tout ce travail-là en amont et qui est important pour déjà se sentir bien intégré. Donc, merci pour ce beau partage. J'aimerais maintenant qu'on aborde les facteurs de réussite d'une stratégie de promotion et de recrutement. Comment est-ce qu'on parle de petite enfance francophone dans une stratégie de recrutement à différentes échelles? Alors, Mireille, est-ce que vous voulez commencer pour cette question? Pour cette dernière question. Alors, comment qu'on parle du métier dans notre campagne de recrutement? Puis, comme j'ai mentionné, c'est pas juste une annonce publicitaire qui va attirer puis retenir une main-d'œuvre. Tu sais, quand je pense recrutement, c'est pas juste recrutement, c'est rétention aussi. Kathleen, elle a très bien mentionné que les gens qui travaillent chez nous deviennent nos ambassadeurs du métier envers d'autres. Quand nous, on a tout un système, quand je dis on est un employeur pour plusieurs employeurs en Alberta. Alors, on a un système de remplaçants. Alors, tout employé commence chez nous comme remplaçant. Alors, ils vont remplacer sur plusieurs sites avant de devenir employés permanents. Parfois, ils sont embauchés pour un poste qui est disponible tout de suite, surtout en région, parce que c'est rare qu'on a des postes de remplaçants. Mais cette porte d'entrée de commencer par un poste de remplaçant aide certains à savoir si ce métier-là est pour eux. C'est une façon de tester l'eau. Alors, on commence comme dans le système scolaire, on parle de suppléant. Nous, on parle de remplaçant. Alors, on peut commencer comme suppléant dans plusieurs services. Et ce qui arrive aussi, c'est que là aussi, on voit la dynamique des groupes. J'aime beaucoup travailler avec cette équipe-là. On voit comme on peut essayer passer quelques jours dans différents centres et connaître un peu comment que ça fonctionne.
à l'exception dans région. En région, ben, il y a juste un centre et puis on n'a pas nécessairement ces choix-là. Mais dans les centres urbains, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce système de remplacement-là aide énormément à essayer, voir si c'est pour eux ou non. Et il y en a aussi qu'ils vont l'essayer, puis même pour nous, ça ne fait peut-être pas l'affaire. Peut-être eux veulent bien, mais ils n'ont vraiment pas les compétences. Ça fonctionne. Tu sais, c'est un chemin qui va dans les deux sens. Ce n'est pas sens unique. L'autre chose, c'est qu'on soutient énormément notre groupe. Puis, je pense que c'est peut-être pour un autre atelier, mais on est vraiment dans... C'est un symposium puis c'est la CUFC qui est notre hôte de ce symposium. Alors, la formation fait énormément partie de ce qu'on fait. Alors, pour nous, c'est le soutien, d'avoir des communautés d'apprentissage, de connaître d'autres gens qui sont aussi dans le métier. Alors, même si tu es en communauté rurale, ils sont peut-être 2 ou 3 employés. Ils sont réseautés dans tout le réseau. Nous, on a des rencontres 1 fois par mois où on réseaute toutes nos directions et vraiment, c'est leur plateforme. C'est eux qui déterminent les sujets qui sont discutés. C'est de la formation, mais c'est aussi de l'information. C'est aussi un temps pour eux de partager leurs frustrations, de trouver des solutions, de partager des meilleures pratiques. Alors, ce soutien-là est vraiment fort aussi et leur donne, tu sais, je pense que la valorisation de la profession, de se faire reconnaître comme professionnel est vraiment important dans ce métier et de se réseauter, pouvoir être traité comme professionnel est une excellente stratégie de rétention et de reconnaissance pour le métier. Alors, si on traite bien ceux qui travaillent chez nous, ça devient des excellents ambassadeurs pour justement le recrutement de nouveaux qui rentrent dans le métier. Je ne sais pas si je suis allée assez loin puis j'ai répondu à la question, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Merci. Merci Mireille. Kathleen, j'aimerais vous entendre aussi sur c'est quoi les facteurs de réussite d'une stratégie de promotion de recrutement? Comment est-ce qu'on parle de petite enfance francophone dans la stratégie de recrutement? Je pense que Mireille a très bien dit beaucoup de points, puis je pense que les dernières 2 questions ont posé beaucoup de points qui sont vraiment pertinents. Valoriser la profession, de vraiment discuter de la profession comme une profession, de valoriser tes éducatrices, valoriser tes employés et parfaitement certainement dans la promotion. Nous autres, quand on fait nos promotions, on veut vraiment assurer qu'ils sachent qu'on cherche du monde qualifié, qu'on a des centres de qualité, qu'on promouvoit notre cadre pédagogique, la pédagogie de la petite enfance. On donne la formation continue. Toutes mes éducatrices prennent au moins un minimum de 15 heures par année de formation continue. Puis on les montre qu'on est là pour eux. Fait que la formation est payée, le cours de premiers soins est payé. On fait des choses pour eux pour montrer qu'on valorise leur temps, on valorise leur formation, on valorise leur éducation. Puis on démontre ça avec tout ce qu'on a fait. On a aussi mis des choses en place parce qu'on sait que nos salaires sont le grille salarial, ça vient de la province. Fait qu'on a mis des stratégies en place pour donner des bénéfices. Le temps de vacances, le temps de maladie, les journées personnelles. On a commencé un plan de REER dans les derniers 2 ans. Là, on a un plan de REER ici à l'île du Prince-Édouard pour les éducatrices francophones. Les bénéfices sont très importants. Fait que nous autres, quand on vend la profession, on vend de travailler avec nous autres, on vend nos CPE dans notre plan de marketing, dans nos stratégies, on vend tout comme un bel petit package, un bel petit ensemble. Là. Venez travailler pour nous parce qu'on prend soin de toi et de ta famille. Fait que nous autres, c'est très important de s'assurer que si tu n'es pas capable de les payer un plus haut salaire, tu valorises le temps. Tu les donnes le temps de planif, tu les donnes le temps de faire la documentation, tu les donnes le temps qu'ils ont besoin pour prendre les formations continues. Tu les valorises dans des autres façons. C'est encore, je sais que j'ai dit ça dans mes 3 questions, mais pensez dehors de la boîte. Si la province ne veut pas payer tes éducatrices plus haut, mais
essayer de trouver des façons de les valoriser, des cadeaux de Noël, des cadeaux de la fête, de vraiment essayer de les valoriser dans toutes les façons. Puis vraiment de prendre soin de tes éducatrices, c'est important. Important de prendre soin, d'assurer le bien-être. On a eu la belle séance de stress, là, assurer qu'ils ont le moins de stress possible. Puis non seulement le stress au travail, mais il faut vraiment, à ce point ici, dans 2022, il faut accorder le temps pour le stress aux familles aussi. De la santé mentale et le bien-être de tes éducatrices, c'est très important. Fait que nous autres, on essaie de faire ça dans une promotion que, oui, venez travailler pour nous. Nous sommes des bonnes centres de la petite enfance de qualité, mais vous êtes aussi tu es valorisé, tu as une bonne qualité, tu as tes études. On veut que tu viennes travailler pour nous autres parce qu'on fait une bonne équipe ensemble. Puis nous autres aussi, l'autre chose qu'on a fait, que j'ai un petit note ici que je n'ai pas marqué, c'est qu'on essaie de faire comme une genre d'échelle de carrière aussi. Tu peux rentrer avec nous autres comme suppléante. Là, après ça, tu vas venir assistante, éducatrice. Après ça, c'est éducatrice. Après ça, on a une nouvelle poste provinciale qui s'appelait mentorat pédagogique. Fait que tu es comme un appui aux autres éducatrices. Puis après ça, ta directrice adjointe, puis ta direction. Fait qu'il y a comme une échelle de carrière dans la petite enfance. Puis il faut vraiment donner les noms à ces postes-là. Parce que le monde, ils sont contents quand ils arrivent de le plus bas, puis ils réussissent une pas, puis une étape, puis une étape, puis une étape. Fait que c'est comme une petite échelle professionnelle. Puis c'est vraiment quelque chose d'important de valoriser à chaque niveau, puis de célébrer les réussites. Wouhou! T'es maintenant éducatrice. Wouhou! T'es maintenant suppléant, appui pédagogique, mentorat pédagogique. Fait que c'est vraiment comme les montrer qu'il y a une échelle de carrière en petite enfance. C'est pas seulement une éducatrice. Fait que ça, c'est des bonnes pratiques que nous autres, on a pour la promotion et stratégie de recrutement. Merci, Kathleen. Paul, est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à partager? Oui, c'est-à-dire au niveau national, il faudrait une collaboration entre les acteurs de la petite enfance, notamment les employeurs et les collèges. Parce que ça prend une bonne collaboration entre ces deux secteurs-là pour attirer les gens vers la profession de la petite enfance et pour que les collèges connaissent encore mieux les besoins réels du terrain et que ça soit adapté. Alors, j'ai vu certains collèges offrir, par exemple, des programmes relais ou qui, pour des professionnels formés à l'étranger, qui peuvent accélérer l'accès de ces personnes à la profession. Donc ça, j'insisterai là-dessus, une bonne collaboration entre le secteur et les collèges. Merci, Paul. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais prendre quelques questions du clavardage. Si vous voulez les noter, j'en vois une ou deux. Juste avant de passer à la question, puis je vais vous demander quelque chose de très rapide. Un petit point qu'on n'a pas évoqué, c'est le recrutement au Québec. Est-ce que vous faites du recrutement au Québec? En une ou deux minutes, Mireille, Kathleen, Paul? Non, pas spécifiquement au Québec, pas stratégiquement au Québec, non. D'accord. Le Québec a besoin de leurs travailleurs autant que… Oui. Kathleen? Nous autres, oui, on a commencé un petit peu de recrutement au Québec, puis ça a commencé avec un recrutement international. On avait des candidats qu'on voulait aller chercher à l'international, puis il n'y avait pas les études qu'on avait besoin. Fait que ces personnes-là ont décidé d'aller au Québec avec un permis d'études pour commencer. Fait qu'ils ont été à Québec, ils ont été pour chercher leurs études en petite enfance qui sont connues ici parce que c'est quand même une étude canadienne. Fait qu'ils ont été à Québec, puis là, ils étaient sur permis d'études. Pendant qu'ils étaient aux études au Québec, ils ont continué les discours avec nous autres et on a réussi à les recruter avec un permis de travail ici à Lille après qu'ils ont terminé les études au Québec. Ça a ouvert une porte à Québec pour nous. Ça, c'était comme une bonne wouhou. C'est vraiment bon. Ça a ouvert une porte parce que là, maintenant, on a une porte à ce collège-là. Fait que depuis ce temps-là, je pense qu'on a eu 4 de Québec dans la dernière année. Puis on a encore des candidats de Québec qui sont en discussion avec nous autres pour peut-être vouloir venir. Mais c'est des candidats qui encore viennent de la même collège, université. C'est des étudiants internationaux qui sont ici au Canada. Fait qu'on ne prend pas les Québécois tels quels, mais on prend les étudiants internationaux qui font les études au Québec. Fait que c'était une petite porte d'entrée pour nous autres pour aller commencer à recruter de Québec. Paul, c'est une vraie porte d'entrée, le Québec?
Oui, de façon générale, les salons virtuels, que ce soit général ou sectoriel, ont fait de la promotion au Québec, comme a dit Kathleen tout à l'heure. Donc, c'est souvent les immigrants qui font une deuxième immigration, je veux dire, après avoir être reçus au Québec, qui décident d'aller voir dans le Canada francophone. Donc, c'est une bonne base sur laquelle on peut faire aussi de la promotion. Merci. Je vais prendre quelques questions du clavardage. Il nous reste un petit 4 minutes. J'ai Cécile qui a une question un peu spécifique. Comment faire pour, quand une personne arrive de l'extérieur du Canada, ne parle que français, donc ne parle pas l'anglais, mais que les collèges francophones n'acceptent que comme étudiants des résidents permanents, citoyens ou des réfugiés. Les personnes ne peuvent pas se former avec un permis de travail temporaire ou même sans permis depuis leur pays. Est-ce qu'on a des solutions à ça ou est-ce que c'est un défi, un enjeu? Paul, peut-être que… Oui, bon, c'est vrai que c'est un enjeu parce que les collèges et universités reçoivent, si vous n'avez pas les statuts qu'elle a indiqués, vous devez avoir un permis d'études. Alors, parfois, ça cause un défi pour les travailleurs temporaires, les résidents temporaires, pour qu'ils aient accès à des formations qui sont offertes au niveau des collèges. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé avec immigration pour changer certaines règles. Mhm. Mireille, Kathleen, est-ce que c'est des points aussi sur lesquels vous voulez ajouter quelque chose? Ben justement, c'est ce qu'on mentionnait à propos de la reconnaissance des acquis. Les permis de travail fermés ou ce qui ne permettent pas la poursuite d'études, c'est un embûche. Il faut vraiment que si les gouvernements reconnaissent l'importance de recrutement de ces travailleurs-là pour le secteur petite enfance, il devrait avoir de l'aide pour justement ce qu'on appelle cutting red tape, là. Couper un peu tout ce qui est bureaucratique là-dedans pour permettre à ces travailleurs-là de travailler dans le domaine. Mhm. Kathleen, est-ce que pareil, c'est votre C'est point pareil également? pour nous autres. C'est pareil également, là, quand vous avez un permis de travail fermé, tu ne peux pas aller poursuivre tes études. Nous autres, quand ça arrive, des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille très proche avec le collège. On trouve des cours qui sont moins que 30 heures. Une cours au moins qu'ils pourraient prendre. On choisit le cours le plus important. Puis si c'est moins que 30 heures, ils sont capables d'y aller pour une cours. Quand ça vient à le cours d'anglais, tu parlais, pour ceux-là qui ne parlent pas anglais, nous autres, on cherche des cours d'anglais communautaires. Juste pour les aider avec leur anglais. On s'assure qu'ils ont comme un cours d'anglais avec les agents communautaires où on cherche des façons où ils peuvent continuer leurs études en ligne pour des cours qui sont peut-être comme non crédités, mais au moins, ils sont capables de prendre un cours comme sur le code pédagogique de l'Éducation française. Ils sont capables de suivre le cours, mais ils ne seraient pas crédités pour l'avoir, mais au moins, ils auraient acquis les connaissances. Fait qu'on essaie notre mieux de supporter l'employé comme qu'ils veulent ou on attend 6 mois puis on fait la demande de résidence permanente. Puis un coup qu'ils sont dans la demande de résidence permanente, il y a comme un petit parti où ils pourraient peut-être aller suivre un cours pendant ce temps-là en attendant leur résidence permanente ou quand ils reçoivent leur résidence permanente, on envoie direct au collège. Fait on essaie de travailler le mieux qu'on peut avec selon les démarches qu'ils nous donnent avec les permis de travail. Merci pour ce partage. Je vois l'heure tourner, l'heure a filé. On arrive pratiquement au terme du temps qui nous était consacré pour cet atelier sur la promotion et le recrutement des ressources humaines. J'espère, pour ceux qui nous ont suivis, que les discussions avec nos panélistes vous ont vraiment donné des pistes de réflexion. Je pense qu'on est allé vraiment dans le concret sur des bonnes pratiques à adopter en matière de recrutement et de promotion, que ce soit au niveau de votre province, que ce soit au niveau interprovincial ou encore au niveau international. Donc, j'espère que vous avez trouvé une source d'inspiration aussi pour savoir comment parler de petite enfance. On a parlé de beaucoup de réseautage aussi et je pense que c'est vraiment important. J'espère que cet atelier aura été instructif, enrichissant. Donc, vraiment, un grand merci à nos 3 panélistes pour le temps que vous nous avez consacré en ce début d'après-midi, en tout cas ici
du côté de l'Ontario. Merci pour tout votre travail aussi au quotidien auprès de la petite enfance. Merci Mireille, merci Kathleen, merci Paul. Un grand merci à tous d'avoir assisté à cet atelier. On a une petite pause, je crois, de 13h50 à 14h, enfin en tout cas, encore heure d'ici, pardon, une petite dizaine de minutes et le prochain atelier débutera dans les 10 prochaines minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci.